comme je le disais il y a quelques secondes avec Emmanuel Bernard. Bonjour. Joli Senior Distinguished Engineer and Chief Architect chez Red Hat. Bonjour déjà. Bonjour à vous. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais Senior Distinguished Engineer, ça veut dire quelque chose, j'imagine? C'est l'air compliqué en tout cas. Ouais. Alors je fais très jeune, mais en fait senior ça veut dire vieux. Non, je rigole. C'est le Distinguished qui nous. C'est le Distinguished. En fait, c'est une culture qui vient de Sun Microsystems. Donc c'était cette zone des années 90 où il y avait des forces technologiques où ils se sont dit on va pas amener un peu traditionnellement en France en fait pour devenir pour évoluer dans sa carrière on devient chef de projet, manager, directeur, etc. Et en fait eux se sont dit mais non, on a des talents et qui sont difficiles à avoir, donc on va faire une carrière d'évolution non managériale. Oui. D'accord. Et donc quand on regarde là-dessus, ça a pas mal maturé toutes ces carrières-là. Et la partie finale, la partie bout, elle a des noms un petit peu différents, mais Distinguished Engineer, c'est un nom qui est commun de chez Google, de chez Meta, ce genre de société, donc chez Red Hat aussi. Voilà, donc c'est en gros la partie un peu finale, très avancée, on va dire, de la carrière technique. Et donc on pousse des idées, on essaie d'animer des équipes, mais on n'est pas manager. Donc on est là avec notre influence technique et notre compréhension technique pour aider le leadership sur les stratégies et les choses comme ça. Voilà. Et puis après, pour la petite histoire, au-dessus, ça doit être vice-président de quelque chose. Voilà. Bon, on vous recevra quand vous serez vice-président. En attendant, on est là pour parler de Kubernetes et de Red Hat, n'est-ce pas Guy? Alors effectivement, donc j'ai écouté ce que vous avez dit ce matin à la présentation. Donc en gros Red Hat, on va pas vous présenter bien sûr, mais puis on parlera d'IBM un petit peu plus tard. Mais il y a trois grands mondes. Il y en a d'autres, mais trois dont vous avez parlé ce matin. Il y a le monde Linux, donc il y a RHEL, tout le monde connaît. Il y a OpenShift et puis OpenShift Platform. Et puis Platform il y a plus, Quarkus. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur chacun de ces 3 mondes et où est-ce qu'on en est Linux, c'est à la base de tout, donc ça reste le système d'exploitation, même si ça a finalement beaucoup évolué. On a fait des rachats, notamment CoreOS, etc., qui étaient des façons différentes de construire et d'utiliser, mais à la base, ça reste Linux avec ses noyaux et ses logiciels qui sont distribués. Au-dessus, ça vient pas de moi, mais quelqu'un disait, en fait, Linux est là pour une machine et Kubernetes est là pour un ensemble de machines. En fait, c'est le Linux du système distribué. Et donc, pour la petite histoire, on avait, il y a eu, je ne sais plus quelle époque, je vais dire 2010, quelque chose comme ça, on parlait du Platform as a Service. Google, c'est assez intéressant, était un des premiers avec Google App Engine, mais on a eu cette exploration de Platform as a Service. On avait fait un produit qui s'appelait OpenShift, V1 en l'occurrence. Ensuite, on a fait une V2 qui était basée sur, qui était une évolution de ça un peu plus simple. Et c'est ce que je racontais dans la keynote. Google arrive en disant, voilà, on a ce truc. Je ne sais même pas s'il y avait le nom déjà à l'époque, mais on a ce truc. On utilise en interne les mêmes concepts. C'est basé sur les containers Linux. Est-ce que ça vous intéresse de contribuer à ça? Et ça s'appelait... ça, c'est Kubernetes. Et donc, quand on a vu ça, il y a eu un choix assez compliqué parce que c'était de dire, bon, la V2 qu'on avait d'OpenShift, c'est bien, mais le futur, c'est ça. Et donc, on a rebasé notre produit de plateforme as a service, de déploiement applicatif au-dessus de Kubernetes, des containers pour avancer. Donc, c'est ça l'histoire entre Red Hat et Kubernetes. C'était qu'on avait déjà ce besoin-là. Et à un moment, quand Google est arrivé avec Kubernetes, on s'est dit, ça, c'est fondamentalement bien développé, bien pensé. On va parier dessus et aider la communauté à grandir. Mais alors donc ça veut dire que tel que vous le présentez, vous aviez OpenShift avant d'avoir Kubernetes, donc vous avez en gros réutilisé le mot alors que finalement le c'est ça, OpenShift c'est une marque en fait. Oui. Et par contre, ce que ça adressait, c'était le déploiement applicatif sur
sur un même ensemble de machines et de déploiements distribués. Et donc ça, c'est le besoin que Kubernetes adresse, que OpenShift version d'avant adressait. Et donc là, OpenShift, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est notre distribution de Kubernetes. Donc on s'appuie sur Kubernetes et voilà, on rajoute des petits éléments dessus pour amener de la valeur. Donc ça veut dire que, on va pas refaire l'historique, mais vous avez utilisé cette marque OpenShift pour quelque chose d'un petit peu différent, finalement, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, même besoin, mais effectivement, technologiquement, moteur différent. Voilà. Et alors, dans cette offre-là, vous avez deux niveaux. Vous avez OpenShift basique, on va dire, et puis OpenShift Performance ou Plateforme Performance. Plateforme Plus, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux? En fait, donc OpenShift, c'est vraiment Kubernetes. Enfin, la meilleure façon de le penser, c'est Kubernetes. Sauf qu'on a rajouté très tôt, parce que ça faisait partie de l'OpenShift d'avant, des outils pour faire du déploiement applicatif et du développement applicatif. Donc ça, on a reconstruit ça au-dessus de Kubernetes et c'est ça ce qu'on appelle OpenShift. C'est une distribution Kubernetes qui a des ajouts intéressants, déjà pré-intégrés et construits pour le déploiement applicatif. On est connu pour un truc qui s'appelle Source to Image, qui est, on prend le code source, on construit une image et paf, c'est déployé directement utilisable. Donc ça, c'est OpenShift. Et ce qu'on a vu, en fait, le marché a maturé. Et donc avant, on avait un gros serveur Kubernetes sur lequel on déployait tout. Et de plus en plus, on voit que les gens déploient plusieurs clusters Kubernetes pour pas avoir à gérer un gros monstre, pour pouvoir faire des montées de versions un peu séparées, isoler un petit peu les différents univers, ce qui est assez logique dans le concept de cloud native où on veut vraiment rendre de l'autonomie à chaque équipe. Et du coup, ça veut dire qu'au niveau opérationnel, il faut gérer pas un Kubernetes, mais 5, 10. Comment est-ce qu'on gère la sécurité de ça? Comment est-ce qu'on déploie la même application sur 2 Kubernetes parce qu'on fait un transfert? Et donc, on a un produit qui s'appelle Advanced Cluster Management qui permet justement de faire ça, qui est un frontal devant Kubernetes, devant un ensemble de clusters Kubernetes, que ce soit des distributions OpenShift ou les alternatives du marché. Qui est là. Et ce qu'on a vu, c'est que les clients, en fait, voulaient une offre un peu simplifiée. Donc, OpenShift, j'ai perdu le nom. OpenShift Management Plus, Management Platform Plus, c'est c'est un bundle de ces approches-là. Donc, la gestion multi-cluster, la gestion de sécurité avec un truc qui s'appelle Advanced Cluster Security qui va proactivement regarder ce qui se passe sur le cluster et alerter les équipes sécurité. Et puis une container registry pour pouvoir déployer les conteneurs de la société, voilà, en mode privé. Et puis des choses autour du Software Defined Network. Voilà, donc c'est une petite augmentation par rapport au cœur de Kubernetes. Mais alors, est-ce que le processus, finalement, c'est le fait de commencer avec un cluster OpenShift, 2 clusters OpenShift, et puis après on en crée 4, 5, 6, et donc à ce moment-là on a besoin de la deuxième version, ou est-ce que d'emblée avec cette OpenShift Management Plus qui ne va gérer qu'un, et puis qui va pouvoir ajouter beaucoup plus facilement au fur et à mesure? On peut, absolument. En fait, il y a vraiment les deux chemins. Il y a des sociétés qui sont très à planifier pas mal en avant, donc elles savent qu'elles veulent aller vers ça, elles savent qu'elles veulent avoir de la gestion de sécurité, etc. Donc vont partir vers le gros bundle, le Management Plus. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus organiques. Et quand on réfléchit, avant on déployait une application, puis on en mettait une deuxième sur la même machine, et une troisième, puis après on se dit c'est vraiment pénible à gérer tout ça. Et c'est là que Kubernetes vient. C'est-à-dire que Kubernetes, on peut juste déployer sur des machines sans utiliser Kubernetes, puis à un moment, on a cette complexité des microservices qu'on déploie, qu'on va vouloir simplifier avec l'orchestrateur. Et c'est là où on va passer à Kubernetes. Et donc là, finalement, c'est l'étape d'après. On grossit encore et on passe vers OpenShift Management Plus. Et vous avez une préconisation? Alors, ça dépend. Est-ce que je parle à mes collègues vendeurs ou pas? Non, les vendeurs, à mon avis, c'est clair, oui. Ma préconisation, c'est regarder votre besoin. Vous sachez, ça serait de commencer avec OpenShift. Vous savez votre besoin et vous savez que la suite existe et vous n'allez pas avoir à migrer ou des choses comme ça. Ça sera vraiment un ajout par rapport à ce que vous avez déployé. Moi, je suis assez
un avocat du développement organique en fait des choses plutôt une grosse approche. Mais ça dépend vraiment des organisations. Il y a des organisations qui sont pas culturellement capables de faire ça. Voilà. Donc Est-ce que vous pouvez nous citer la plus grosse ou une des plus grosses configurations de clusters? C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est de dire les entreprises, ils s'embarquent là-dedans et puis ils disent, oh là là, ça va devenir très compliqué à partir de 5-6 clusters. Et puis vous allez leur dire, bah non, moi j'ai l'entreprise X qui en gère 5000, donc vous avez de la marge. Est-ce que c'est un peu dans cette optique-là? Alors, je sais pas, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ce que je sais, c'est qu'on a des clusters OpenShift très gros, avec plusieurs centaines de nœuds. Plusieurs centaines. Et ça, c'est un cluster. C'est-à-dire que OpenShift a 100 nœuds, ce qu'on appelle les workers, qui tournent. Mais c'est vrai qu'on voit une tendance qui est plus simple en termes de gestion opérationnelle. Au lieu d'avoir un cluster de 300 nœuds, on va plutôt en faire 10 de 30. Voilà. Et c'est là où la gestion multicluster est intéressante. Et c'est là où la notion d'architecte est importante. C'est-à-dire qu'en gros, savoir finalement quelle est la meilleure solution par rapport aux besoins. Ouais, puis après on apprend tous parce que toutes ces technologies, après c'est pas la construction de ponts, hein, c'est un peu neuf. Donc au début on partait vers un gros cluster, un peu tout le monde, et puis assez vite, enfin pas assez vite d'ailleurs, mais ce qu'on voit depuis 3 ans, on va dire, c'est justement plutôt une isolation des clusters. Voilà. Vous avez parlé ce matin aussi d'une autre offre qu'on a évoquée tout à l'heure, Quarkus. Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors c'est marrant parce qu'on parlait de Linux, qui est vraiment le truc pour faire tourner le lien entre le hardware et le logiciel. On parle de Kubernetes, le déploiement applicatif à l'échelle en mode distribué. Et là, on va parler de comment je l'écris cette application maintenant que j'ai la capacité de déployer à l'infini. Donc moi, je viens de l'univers Java. Et donc Quarkus, c'est une stack applicative pour développer des applications en Java, des services web, la connexion gRPC, des connecteurs entre Salesforce et ce que vous voulez. Voilà, plein de développement applicatif classique. C'est un framework, ouais. Je préfère stack parce qu'en fait, c'est vraiment un ensemble de frameworks en fait qui agrège. C'est-à-dire que en tout cas, dans l'univers Java, on peut dire j'ai mon appli et je vais prendre ce framework pour faire telle fonctionnalité. Alors que là, Quarkus va vous guider pour faire une appli. Donc on va dire je démarre en Quarkus et puis après je rajoute tel framework, etc. Et la particularité de Quarkus, c'est que quand les containers sont arrivés, on a vu donc Java était très populaire et puis on a vu un peu un désamour de Java dans les containers. Et surtout dans Kubernetes. Et la raison, c'est que Java a été construit pour tourner sur une grosse machine à prendre toute la mémoire. C'était l'époque des années 90, on en parlait avec Sun. Alors que les containers, c'est le moins que je consomme, le plus je peux donner aux copains. Et la JVM n'était pas naturellement faite pour ça. Par-dessus ça, tout l'écosystème Java est très dynamique, c'est-à-dire qu'on lit au démarrage de l'application des annotations pour savoir si on veut utiliser telle base de données, tel truc, etc. Donc il y a beaucoup de travail au début du démarrage de l'application et après c'est très rapide. Donc là on a quelque chose qui consomme beaucoup de mémoire et puis qui est un peu long à démarrer. Et quand on dit les containers, ils démarrent, on fait du scale-up, du scale-out très, très facilement, on était un peu en antinomie. C'est là que Quarkus arrive et on a fait 2 choses. On a regardé comment fonctionnaient les frameworks Java et on a dit il y a plein de choses qui sont faites au moment de découvrir la base de données qu'on veut utiliser, toute la configuration qu'on pourrait faire au moment de la construction de l'application, au moment du build. Donc on a fait tout un framework qui permet de déplacer ce travail-là. C'est-à-dire que quand l'application démarre, elle a déjà fait beaucoup de travail, elle est juste prête à démarrer. Donc ça nous fait économiser du temps de démarrage, mais aussi de la consommation mémoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a moins de classes à charger qui faisaient cette configuration. Donc là, on gagne. Beaucoup, ça évite des clusters quand il y a des redémarrages de nœuds qui demandent beaucoup de ressources. Et le deuxième aspect, c'est que est arrivée une technologie en Java qui permet la compilation native. Au lieu que ce soit une JVM qui fait de l'interprétation et qui compile à la volée, le fameux just-in-time, là on fait de la compilation native de l'application au moment où on la construit.
Et on est assez similaire à une application Go, donc consommation mémoire, on va parler de 30-40 mégaoctets de données, mégabits de mémoire, et puis un temps de démarrage à la 3, 4, 5 microsecondes. Bon, ça dépend de la complexité de l'application, mais... Et donc là, on revient compétitif dans cette approche de développement cloud natif dans Kubernetes. Donc en gros, vous relancez Java dans la course, c'est un peu ça. Mais malgré tout, c'est ça. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous a dit. Enfin, c'est ce qu'on espérait, et c'est surtout ce qu'on nous a dit. Nous, on a vu des clients qui avaient des équipes Java et qui disaient bon bah là, il va falloir qu'on passe à d'autres technologies, Go, Node.js, etc. Et on va devoir les former à ces nouvelles technologies. Et puis on leur a dit attendez, il y a ça qui arrive. Et là, ils ont fait ok, on arrête, on prend le temps, on voit comment ça évolue. Et ils sont restés avec Quarkus. Donc ça a vraiment changé, ça a arrêté des migrations vers d'autres technologies. Donc relancer Java est très pertinent là-dessus. Et donc, tel que vous le présentez, il y a ces 3 niveaux, hein, donc Linux, Kubernetes ou OpenShift et puis Quarkus. Est-ce que c'est une 3 niveaux qui s'assemblent de manière assez logique, ou est-ce que on peut malgré tout choisir d'autres briques si on le souhaite? Alors Linux et Kubernetes, c'est quand même très lié. Très lié. Hein, même si maintenant on est capable d'opérer des machines virtuelles, etc. avec l'orchestrateur Kubernetes, la notion de Linux et d'OpenShift sont très liées. Nous, ce qu'on croit à Red Hat, c'est que vous avez le support du sol au plafond, c'est-à-dire qu'on fait on fait le noyau du système d'exploitation qui est utilisé dans vos containers. Voilà la distribution que vous pouvez utiliser. Ça vous simplifie les règles de sécurité, les choses comme ça. Après, au-dessus, c'est là la beauté des containers, c'est qu'on peut faire tourner vraiment ce qu'on veut. Pourvu que ça tourne sous Linux. Et donc là, il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on laisse le choix. Parce qu'il y a des organisations qui aiment Ruby, des organisations qui aiment Go, etc. Et par contre, si vous êtes dans l'univers Java, Quarkus s'intègre vraiment bien dans le cycle de déploiement, notamment, s'intègre vraiment bien au déploiement sur OpenShift, sur Kubernetes de manière générale. Donc le framework aide et simplifie ça. Et alors justement, est-ce que vous n'allez pas finalement adopter cette même approche pour d'autres univers? Ce que vous avez fait pour Java, vous pourriez le faire pour d'autres langages, de manière à optimiser cette interaction entre ces 2 couches. Alors avec avec des ressources infinies, je pense qu'on le ferait. Oui. C'est vrai que Red Hat a un terreau historique autour de Java qui est très très fort. Tout notre middleware est construit en Java et il y a beaucoup d'organisations qui utilisent Java, donc c'est vrai qu'on s'est concentré là-dessus. Il y a un deuxième langage sur lequel on fait pas mal d'efforts, c'est autour de JavaScript Node.js, sur lequel il y a aussi un lien assez naturel avec Kubernetes. Après, on supporte Python, Ruby, Go, mais c'est des niveaux d'intégration où on a moins travaillé. Ouais. Très bien. Écoutez, dernier mot, Guy. Une dernière question, mais pas technique, celle-là pour le coup. Ouais. Donc IBM vous a racheté il y a 4 ans maintenant, je crois, pour une somme assez conséquente. IBM et Red Hat sont quand même 2 univers très très différents. Comment s'est passée l'intégration entre ces 2 univers et ces 2 cultures d'entreprise? Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire, évidemment? Ouais. Au moment où ça a été annoncé, ils ont expliqué que IBM et Red Hat allaient rester 2 sociétés séparées avec chacun leur propre culture. Moi, mon expérience, c'est que ça reste ça. Donc, en fait, on a vraiment la culture Red Hat et on a nos ressources humaines, notre façon de gérer les choses. Et IBM a la sienne. Donc, on reste fondamentalement indépendant, même si, évidemment, on discute certaines stratégies et donc de réutilisation de produits chez les uns, chez les autres. Donc, j'ai quelques conversations avec des collègues d'IBM, mais globalement, autant que j'ai des conversations avec des collègues de chez Microsoft quand on a des conversations un peu comme celles qu'on a eues ensemble. Donc ça, c'est bien. Et juste pour la petite histoire, il y a eu un événement IBM sur lequel quelques rédacteurs ont été invités. C'est un peu le retour qui donnait ces gens. Ils ont vraiment une culture différente, en fait. Donc c'est assez rigolo. Nous, on a une culture très ouverte à poser les problèmes à toute l'organisation pour travailler ensemble. Voilà, IBM a une approche peut-être un peu plus marketée, on va dire, en interne. Enfin, de ce que je sais, parce qu'en fait, en vrai, je le vis pas. Hein, mais voilà. Très bien. Écoutez, merci. Merci à vous.